hello et salut le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est Version Française et c'est maintenant. À basket ou à roulette, Flâneurs zigzague entre un univers street et chic pour le plus grand plaisir des explorateurs urbains. Le top chef aux cuisines du restaurant de l'hôtel Prince de Galles à Paris, c'est le fabuleux destin de Stéphanie Lequelec. Amis claustrophobes, c'est le moment de vaincre votre phobie avec un repérage 6 pieds sous terre. Faire revivre des imprimés du passé en les associant à des coupes modernes, c'est le quotidien de la maison Martin Morel. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. 4 pantalons et 2 robes, ou plutôt 2 shorts, un jean et un pario. Le grand dilemme de vos vacances est road trip improvisé. Lougage a pensé à vous en créant un service personnalisable de location de valises remplies de belles choses. En quelques clics, vous choisissez le contenu du bagage, des vêtements aux accessoires. On reste chic sans prise de tête. Avis aux Bordelais et aux touristes de passage, nous avons trouvé le lieu branché pour traîner le dimanche ou pour emmener votre prochain date. La friche Belle de Mai à Bordeaux est née des décombres d'une ancienne usine. Elle est aujourd'hui un espace d'exposition où cultures urbaines et artistiques fricotent avec style. N'oubliez pas de faire un tour dans le jardin partagé ou à la librairie. Dans les publications des éditions Lemaître, on trouve souvent des belles découvertes. Aujourd'hui, c'est l'ouvrage « Ici nulle part » de Thibault Levesque qui a atterri notre attention avec un subtil mélange entre clichés bruts et poésie irrévérencieuse. Aurore parisienne, camping sauvage et vacances naturistes côtoient les chroniques urbaines des bobos délicatement trash. Vieil aviateur, intello coincé ou secrétaire sérieuse, les lunettes donnent le là. Marre de porter les mêmes que tout le monde, Nox va vous en faire voir de toutes les couleurs avec leur concept de lunettes 100% personnalisables. De la branche à la forme en passant par la couleur des verres, vous pouvez choisir tous les détails qui feront de vous un binoclard branché. Des chaussures branchées qui se transforment en moyen de transport en un clin d'œil, c'est le concept de Flâneurs. En clip, en déclip et en un tour de main, on est de retour sur nos pieds. Quel que soit votre âge, vous avez tous enfilé un jour une paire de rollers. Une jeune start-up française a eu une idée un peu folle, transformer n'importe quelle chaussure en patin à roulettes. Côté pile, vous roulez, côté face, vous marchez et avec classe. On propose à nos clients un pack prêt à rouler. Donc un pack prêt à rouler composé d'une chaussure avec sa partie roulante. Le produit en fait comprend une partie mécanique mâle et une partie mécanique femelle située dans la chaussure. Tout ça, c'est parti d'un rêve de gosse, celui de Florian. Il a presque appris à rouler avant de marcher. Avec son père, il bricolait des patins dans le garage. On prenait des chaussures, avec une perceuse, on faisait 4 trous dedans et on venait la visser sur un châssis de patin à roulettes. Mais pour pouvoir prendre le métro, pour pouvoir aller dans les magasins, etc., il fallait avoir une deuxième paire de chaussures dans son sac. Quand on ne l'avait pas, on ne pouvait pas rentrer dans les magasins où c'était compliqué. Moi, il m'est arrivé de me retrouver en chaussettes quand je croisais les contrôleurs dans le métro parce que je n'avais pas pris une deuxième paire. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant. La partie roulante est composée d'une platine avec 4 roues. Des crochets sont fixés dans la semelle pour se clipser au système caché dans la chaussure. Une étape de production restée secrète puisque le concept est breveté en France, mais pas à l'étranger. On arrive pour les clipser, et avec le poids du corps, les crochets vont reculer et s'enclencher. Et pour les désenclencher, avec la clé, on va les pousser et ils vont reculer. Arnaud et Florian ont imaginé le concept ensemble. Il a fallu 7 prototypes et 4 ans de réflexion avant de pouvoir commercialiser la première sneakers roulante. Les deux compères ont dû imaginer leur propre matériel pour finaliser le produit. On a développé un outil qui permet de pouvoir localiser les trous de la platine directement sur le châssis afin d'être certain que l'ensemble soit bien aligné avec le pied du futur patineur. Chaque pièce est commandée en France ou à l'étranger. Le tout est assemblé dans l'atelier. Si au départ il fallait compter plusieurs jours pour terminer un produit, aujourd'hui, 2h30 de main-d'œuvre suffisent. On propose ces packs prêts à rouler du 35 au 47. Donc 35 au 47, avec les demi-pointures, on arrive à peu près sur une
sur une complexité qui va être de 15 à 18 paires par paire de chaussures. Ce qu'on a décidé ici, c'est de regrouper par taille. Ici, vous avez donc une chaussure en 43 avec un châssis qui va non seulement correspondre à la pointure 43, mais également la 42 jusqu'à la 44, donc avec les demi-pointures incluses. Depuis leur commencement, Arnaud et Florian ont développé leur stock et proposent aujourd'hui 2 gammes différentes. Une gamme qu'on a appelée Premium. Dans ce cas-là, c'est une platine en aluminium qui est faite par une entreprise italienne et qui offre un haut niveau de performance. Et là, à partir de là, c'est une gamme qu'on a appelée, nous, iconique. C'est-à-dire que c'est un châssis en nylon, donc c'est un matériau plastique. Pour le coup, il est fabriqué aux États-Unis. C'est un châssis qui est plutôt léger, qui est idéal pour le déplacement urbain. Arnaud et Florian se sont même entourés de podologues pour la création du concept. Le système se fond dans le talon de la chaussure, retirez les roulettes, il ne restera que le confort des baskets. La chaussure que l'on va clipser dessus est une chaussure normale. Elle a été transformée pour accueillir le crochet à l'avant ici et le crochet à l'arrière là. Elle est normale puisqu'elle a simplement un système mécanique accroché dessus. Sinon, de l'extérieur, vous ne savez pas si c'est une chaussure transformée dans notre atelier ou pas. De l'indémodable Stan Smith à la légendaire Doc Martens, il y en a pour tous les goûts. Difficile donc de résister à l'appel du pied. Son destin est aussi brillant que son étoile Michelin. La chef Stéphanie Lequelec, révélée par une émission de télévision, officie maintenant d'une main de maître au Prince de Galles. Stéphanie Lequelec a toujours aimé les hôtels. Après une formation classique à Paris, elle a fait ses armes au Georges V, puis au Four Seasons Terre Blanche, dans le Var. Elle y découvre l'univers des palaces et des étoiles et apprend aux côtés de Philippe Legendre, puis de Philippe Jourdain, de meilleurs ouvriers de France qui lui donneront des bases plus que solides. Elle sort ensuite gagnante de l'émission Top Chef en 2011, un accélérateur de carrière qui lui aura aussi permis d'assumer sa propre cuisine. Trouver sa signature, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'avant d'apprendre à faire sa cuisine, il faut apprendre à faire la cuisine d'un chef. Il faut apprendre les techniques de base, et puis après ça, c'est sa personnalité qui parle. Donc il faut un petit peu de temps, un petit peu de maturité avant ne serait-ce que d'oser faire sa cuisine. Désormais sa propre cuisine, elle l'ose et depuis 2013, elle l'exprime au Prince de Galles, un établissement 5 étoiles de renom. L'occasion d'être une chef d'hôtel à part entière. Ce qui me plaît dans la cuisine d'hôtel, et je suis profondément chef d'hôtel aujourd'hui, c'est la multitude de terrains de jeu finalement. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre la même passion, la même énergie et les mêmes émotions, qu'on fasse des œufs au petit déjeuner, qu'on fasse un club sandwich l'après-midi, une pâtisserie tea time ou bien un plat signature au restaurant gastronomique. Lorsque l'équipe du Prince de Galles fait appel à elle en 2012, l'hôtel est en travaux. La chef est donc mêlée à l'ensemble du projet et participe dès le début à l'élaboration du concept du restaurant La Seine. Je me souviens avoir visité l'hôtel complètement en chantier, brut de béton, le hall, les espaces cuisine, etc. Et qu'on me dise, bon bah tiens, si demain tu es chef du Prince de Galles, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Stéphanie saisit alors cette chance pour mettre en avant son envie de désacraliser la gastronomie de palace et la rendre plus conviviale, plus simple, mais aussi plus moderne. On a voulu ce restaurant très sobre, on a enlevé les nappes, on a posé le pain sur la table, l'eau minérale sur la table, on a allégé beaucoup les séquences de service. Aujourd'hui, les fondamentaux ne passent pas forcément par une salle guindée, un service pesant. Le chic et la haute gastronomie aujourd'hui passent par des codes qui changent. À l'image de la cuisine ouverte au milieu du restaurant, une idée forte. Ça me permet de garder un contrôle total sur l'ensemble du service parce que je n'ai pas cette frustration d'être derrière. Je peux prendre vraiment les rênes du service pour arriver à un timing parfait pour nos clients. Service, s'il vous plaît, les entrées de l'as, de langoustine. Ça part devant de lièvres, carte. Et puis c'est un vrai atout de pouvoir déceler la première expression sur le visage du client lorsqu'on lui met son amuse-bouche devant lui, lorsqu'on lui met son entrée. Ça nous donne une proximité incroyable et ça contribue complètement à cet esprit de partage de la cuisine, tout simplement. Dans l'assiette, on retrouve une cuisine centrée sur les bons produits, exigeante et authentique, mais qui ne perd jamais de vue la gourmandise. Moi, ce que je veux, c'est que le client ait simplement une perception de gourmandise
et qu'après, ils ne se rendent pas compte que, bah oui, pour arriver à ce niveau de gourmandise du riz de veau, bah, il faut aller avoir sélectionné la plus belle pomme d'un riz de veau de lait, et il faut l'avoir blanchi un certain temps, il faut l'avoir rôti, pas dans n'importe quel beurre, d'une certaine manière, pour avoir du croustillant, du déglaçage, etc. Mais le client, il va en voir une apparente simplicité, parce que l'assiette est assez simple quand on la voit arriver, et simplement de la gourmandise. Et moi, ça me va. S'il voit que ça, le client, ça me va très bien. Avec sa première étoile acquise à peine 9 mois après l'ouverture, la chef assoit son ambition de faire du Prince de Galles, outre un hôtel de luxe, une destination gastronomique. Pour cela, elle se repose sur son expérience, mais aussi sur sa créativité, sans cesse stimulée par le travail d'équipe. Notamment avec Nicolas Passillo, chef pâtissier de l'établissement. En fait, j'ai beaucoup d'idées. Moi, je trouve les idées de l'extérieur, je les amène, je commence à construire dessus avec mes techniques que j'ai en pâtisserie. Et puis ensuite, je lui fais goûter. Et de là, elle me guide, elle me dit déjà si ça lui plaît, ça lui plaît pas. Elle va toujours trouver le petit truc qui fait que ça va sublimer mes idées. Après ce détour côté sucré, direction la cave de l'hôtel. Avec Cédric Maupin, directeur du restaurant et chef sommelier, la chef s'amuse à réinventer sa cuisine. L'hôtel dispose d'une cave de plus de 20 000 bouteilles et met à l'honneur régulièrement les accords vin et mets lors d'une soirée hebdomadaire appelée le vin du prince. La grande particularité vis-à-vis de ce menu, c'est qu'on part du vin pour faire le menu. Donc ça, c'est une chose que j'apprécie, et en plus la chef apprécie énormément également. Ça lui permet également de se remettre en question, de pouvoir réfléchir à d'autres associations qu'elle n'avait peut-être pas forcément imaginées dès le début. Une belle fraîcheur, hein. Et là, Vous seriez sur quoi? Le gibier? Un beau oui, gibier. Et puis bon, la saison appelle ça de toute façon. Pour moi, c'est hyper enrichissant parce que bon, il y a le monde de la cuisine, il y a le monde de la sommellerie, ils sont intimement liés. Enfin, moi, j'adore ces petits exercices auxquels on se livre. J'adore parce que j'apprends beaucoup de choses en plus. Ouvrir son propre restaurant un jour, l'idée n'est pas exclue. Mais pour le moment, Stéphanie Lequelec est très bien là où elle est. L'hôtel du Prince de Galles semble bien avoir trouvé sa reine. Bonjour Stéphanie. Bonjour Catherine. La marmite, vous êtes tombée dedans depuis que vous êtes petite. Au lieu de jouer à la poupée ou faire des pâtés de sable, vous avez fait des sablés. C'est vrai. C'est l'esprit de famille chez vous? C'est vrai, complètement. C'est la culture de la table à la maison, une mamie qui cuisinait très très bien. Puis surtout cet esprit de partage. On est 10, on est 15 aux anniversaires à Noël autour de la table. Et il est vrai que mes jeux de petite fille, en rentrant de l'école, au lieu de jouer à la pâte à modeler, je fabriquais une pâte à petits sablés, je déroulais, puis alors je rangeais ça très méthodiquement dans une petite boîte en fer avec quelques grains de sucre dessus, c'était un bonheur. Vous définissez vous-même votre cuisine, une cuisine classique, une cuisine Oui, de produits, bien évidemment. sûr. Est-ce qu'elle évolue au fil du temps? Elle évolue forcément parce qu'encore une fois, la cuisine est un mode d'expression. Donc finalement, on n'est pas le même à 15 ans, à 20 ans, à 35 ans aujourd'hui. On se charge d'histoire, on se patine. Maintenant, effectivement, je dirais que c'est une cuisine de base classique, assez intemporelle. Je fais une cuisine qui a une mémoire aussi, parce que c'est important la mémoire, c'est important de perpétuer une tradition, de perpétuer des techniques. Je suis bien dans cette cuisine classique, mais en même temps je la fais du haut de mes 35 ans, donc avec un œil quand même que je considère assez frais malgré tout. Vous avez fait vos classes chez Philippe Legendre. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, lui? Moi, quand je me suis destinée à ce métier-là, c'était plutôt pour avoir mon petit bistrot, faire des steaks au poivre, des choses finalement très classiques, mais pas forcément étoilées, pas forcément palace. Mais par contre, ça a été la vraie révélation, effectivement. Je me suis dit, tiens, je veux ça, c'est ça que je veux faire en fin de compte. Cette rigueur, cette exigence, cette précision, la quête du toujours mieux faire, c'est extrêmement enrichissant et finalement, je me suis bien retrouvée là-dedans. Et vous êtes parti avec Philippe Jourdain ouvrir le Four Seasons en province. Absolument. Ça, c'était un choix très délibéré de votre part. Je dois dire que la rencontre avec Philippe Jourdain a été un élément vraiment décisif dans ma carrière parce qu'il y a eu un feeling incroyable. J'ai été pendant 4 ans son second sur le restaurant où on a obtenu 2 étoiles Michelin. Et humainement, ça a été une vraie rencontre. Avec Philippe Jourdain, j'ai appris à devenir chef, à devenir aussi manager, à me dépasser en ayant une certaine vision du partage en cuisine avec l'équipe. Alors, les concours, ça vous connaît. Vous en avez fait pas mal. Et puis, vous avez travaillé toujours avec des MOF. Pourquoi pas avoir fait le concours des MOF?
Alors, le concours du meilleur de France, c'est pour moi, ouais, ça fait partie des objectifs ultimes. J'ai un profond respect parce que je vous dis, je suis un chef classique, donc pour moi, les chefs meilleurs de France représentent ça aussi, c'est-à-dire une forme de gardien de cette belle tradition française, de ces belles techniques. J'adore le mot ouvrier d'abord. Je nous considère comme des ouvriers, comme des artisans, beaucoup plus que comme des artistes. Donc pour moi, il y a une vraie valeur dans ce titre. Je l'ai fait, je l'ai tenté il y a 3 ans. J'ai passé les qualifications, la demi-finale, je suis allée en finale et malheureusement en finale ça reste un concours. Je pense que j'ai perdu un petit peu mes moyens, mais la route est longue. Stéphanie, il y a encore 10 ans, on disait que la cuisine, la haute cuisine, cuisine gastronomique était un métier d'homme. Vous avez contribué avec d'autres femmes cuisinières à désamorcer un peu ça. C'est une fierté aussi, non ? C'est effectivement une fierté, même si je ne crois pas beaucoup au sexe en cuisine, mais plutôt au travail, aux sensibilités, ça c'est quelque chose d'important. Il y a des sensibilités un petit peu plus brutes, d'autres un peu plus acerbes. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on me dit que je fais une cuisine féminine. Il n'y a pas de cuisine féminine, il y a des cuisines de sensibilité, ça c'est certain. Mais il y a des hommes extrêmement sensibles, il y a des femmes un petit peu plus brutes et directes. Je me considère parfois dans cette catégorie-là. J'ai une cuisine finalement assez directe, avec des goûts très marqués, très puissants parfois, c'est voulu. Donc je suis ravie en tout cas si à mon mince niveau, avec d'autres collègues chefs femmes, effectivement, si on a pu donner envie à des jeunes femmes de se dire ok, elles l'ont fait, on peut le faire, alors tant mieux. Mais après ça, seul le travail compte. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Si vous pensez que les égouts ne sont pas très ragoûtants ou encore si vous vous questionnez sur les caves du Louvre, c'est ici que vous trouverez les réponses à vos questions. C'est Repérage sous terre. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, destination caveaux, tunnels et autres souterrains. Oui, n'oubliez pas votre lampe frontale, c'est parti pour la découverte d'un Paris sous terre. Ah, Paris, sa tour Eiffel, ses bateaux-mouches et ses égouts. Et oui, chaque jour les Parisiens foulent le sol de leur ville sans se rendre compte qu'ils marchent au-dessus de 2400 km de galeries. Un réseau unique au monde et à l'histoire complexe qu'on peut découvrir au musée des égouts dans le 7e arrondissement. Plus qu'un musée, c'est la visite d'un égout en fonctionnement. Vous êtes dans un site industriel qui a été aménagé pour que le public puisse venir visiter. Un égout de cette taille ouvert au public, c'est unique au monde. L'histoire des égouts parisiens remonte à l'époque gallo-romaine et connaîtra de nombreuses phases. Jusqu'au tournant du 19e siècle, lorsqu'Haussmann confie à l'ingénieur visionnaire Eugène Belgrand la mission de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées de la ville. En découle un réseau novateur, des mécanismes ingénieux toujours d'actualité même s'ils ne cessent d'être modernisés. Le réseau parisien a la particularité d'être entièrement visitable. Même les plus petites unités font 2,20 m de haut et on peut intervenir entièrement par le dessous, sans aller ouvrir la chaussée. Donc c'est un confort aussi pour les Parisiens. Les égouts, c'est quelque chose qui est assez méconnu, qui est pourtant indispensable au fonctionnement de la ville. Il faut venir aux égouts pour s'en rendre compte. Alors pour en savoir plus sur les dessous de la capitale, vous savez où aller. Et si nous troquions les eaux usées pour du bon vin ? Notre deuxième adresse occupe depuis fin 2015 un bel hôtel particulier du 1er arrondissement. Alors les Caves du Louvre, c'est un lieu qui est dédié au vin, qu'on a voulu un petit peu novateur dans sa façon de présenter le vin, à la fois pédagogique et ludique. Accompagné d'une application multilingue ou guidé par un sommelier, on arpente les salles décorées avec soin par la décoratrice Élodie Tornard. Chacune d'elles est dédiée à l'un des 5 sens et permet d'en apprendre plus sur le terroir, les odeurs, les saveurs ou même la lecture des étiquettes. L'objectif de cet endroit, c'est essayer de démocratiser le vin, de le rendre un petit peu plus accessible à tout le monde, à la fois aux Français, qui ont déjà généralement une petite culture du vin, et puis surtout aux étrangers, pour qui le vin français est très complexe, à travers ses appellations, ses multiples châteaux, ses multiples régions. Donc nous, on essaie de simplifier tout ça en leur donnant une espèce de grille de lecture. Le lieu accueille également des événements privés et des ateliers d'assemblage pour réaliser son propre vin. Juste à côté, un caviste vous permet de poursuivre cette initiation à l'œnologie. Bref, le vin n'aura plus aucun secret pour vous. Dernière étape de notre périple, direction un parking du 18e, ou plutôt un ancien parking.
Et oui, saviez-vous que les souterrains pouvaient également accueillir de l'agriculture? C'est le point de départ de La Caverne, première ferme urbaine bio de Paris. On fait du maraîchage cavernicole, donc ça veut dire qu'on prend en compte le lieu dans lequel on s'insère et on cultive ce qui se cultive très bien en sous-sol, c'est-à-dire principalement différentes variétés de champignons. On a des shiitakes, on a des pleurotes, on a des champignons de Paris, on a des endives rouges, on a des endives blanches. Et on va essayer de se diversifier en cultivant des jeunes pousses, en cultivant des herbes aromatiques. Pourquoi pas des fleurs? Pourquoi pas faire du compostage? Voilà, il y a plein de pistes possibles. En défiant les contraintes du souterrain, mais aussi en profitant de ses avantages comme l'absence d'aléas climatiques, La Caverne, qui occupe pour l'instant 10% de la surface, compte bien à terme installer ses cultures sur les 3500 mètres carrés de l'ancien parking. Le projet est également social puisqu'installé au pied d'une mare HLM, l'espace a pour ambition de créer une dynamique au sein du quartier. Et oui, vous l'avez compris, les trésors de Paris sont aussi sous nos pieds. Alors n'hésitez pas à vous aventurer dans ces profondeurs. La maison Morel fait revivre à travers ses collections d'authentiques imprimés de différentes époques, directement puisés au cœur d'archives centenaires. Un résultat détonnant. Ici, pas besoin d'un bon motif, vous en trouverez bien assez sur place. Ils ornent vêtements, papier peint, accessoires. Je m'appelle Emmanuel Feuillatier, j'ai 31 ans et j'ai créé la marque Maison Martin Morel il y a 4 ans. C'est une marque de mode, d'accessoires et de produits pour la maison qui est dédiée aux motifs. Plus particulièrement les motifs textiles de l'ancienne entreprise Maison Martin Morel qui avait été créée par mon aïeul à la fin du 19e siècle. Car Martin Morel, c'était son arrière-arrière-grand-père. Mais après 3 générations, l'entreprise d'impression de textile a fait faillite. Moi, j'ai grandi avec cette usine toujours abandonnée derrière la maison de mon grand-père. Donc à l'époque, en fait, c'était plus un terrain de jeu pour moi et mes cousins. On jouait à cache-cache. Sans affinité particulière pour le monde de la mode, après son école de commerce, Emmanuel se posait des questions sur son avenir professionnel. Et il y a 4 ans, sa curiosité l'a guidé. J'ai demandé à ma tante les clés de locaux de l'entreprise. Donc il y avait un très grand trousseau de clés et beaucoup de portes à franchir. Et là, je me suis retrouvé dans des bureaux qui étaient vraiment restés figés depuis les années 80. Il y avait toujours des calendriers de l'année 1982. Il y avait le bureau des secrétaires avec leur téléphone un petit peu ringard. Il y avait plein de choses. Et au fond des bureaux, il y avait toute une salle qui était remplie de livres d'archives et de tissus restants. J'ai sorti justement ce qui dormait sur ces étagères et j'ai ouvert les pages des différents livres pour réveiller un petit peu ce qu'il y avait dedans, qui dormait. Des dizaines de livres qui renfermaient secrètement des milliers de motifs, un monde qu'Emmanuel a découvert. Ce sont des archives qui s'étendent de la fin du 19e jusqu'aux années 80. Donc, dans ces archives-là, on va retrouver l'exubérance des années 50, 60, le côté très graphique des années 30. On va retrouver le côté très romantique de 1900. Le monde du motif est pluriel. C'est un monde qui est très optimiste, qui est très décalé, qui est très raffiné aussi. Ce patrimoine familial est une profonde source d'inspiration pour Emmanuel. Mais sa marque, ce n'est pas que ça. On ne voulait pas être une marque purement vintage. Non, ce n'était pas notre volonté. Je suis fier de reprendre le travail de mes aïeuls, mais je suis aussi content d'y apporter ma propre touche et finalement de pouvoir donner un petit peu de modernité et un petit peu aussi de ma personnalité à leur travail à eux. Pour cela, Emmanuel et ses designeuses font des assemblages et des redécoupages. Donc, par rapport à ce papier peint, donc le motif d'origine des archives, c'est le motif Wave et c'est le même qui est utilisé sur les coussins. Et en fait, on a décidé sur le papier peint de lui rajouter ces poids assez importants pour lui donner un côté un petit peu plus coloré, un petit peu plus pop. Et comme le papier peint, c'est toujours sur des surfaces beaucoup plus importantes,
Justement, ça a permis de donner plus de personnalité. Après, sur un coussin qui est plus petit, c'était moins nécessaire. Ce qui est souvent très délicat quand on développe les collections, c'est justement de bien assortir les motifs entre eux et d'arriver à trouver une harmonie. Ce qui est également assez délicat, c'est de faire des silhouettes complètes, en fait, tout en motifs. Là, ça nous demande beaucoup de subtilité et justement de penser les motifs différemment sur différents vêtements, différentes échelles, pour que la silhouette soit justement assez harmonieuse. Pour la suite, Emmanuel souhaite ouvrir d'autres boutiques et développer des motifs ou encore apporter un peu de sa magie en décorant de nouveaux lieux. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!